Je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée 2022 et je suis heureux de retrouver également Christian Macarian. J'espère, cher Christian, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez maintenant l'esprit encore plus clair, encore plus net, encore faire plus de mon mieux, percutant pour analyser les soubresauts de l'actualité internationale. Vous allez d'ailleurs déjà, en 2 mots, nous dire comment les choses vont se terminer en Ukraine. Oh, vous abordez les choses de façon très franche. Évidemment, il est impossible de le dire, puisque la caractéristique de ce conflit, c'est son côté totalement imprévisible. Mais ce qu'on note, c'est tout de même une proclamation ukrainienne de contre-offensive. Je ne sais pas si elle aboutira ou si elle aboutira pas, mais j'imagine bien que les Ukrainiens ont pris leurs précautions avant de développer un tel discours qui accompagne la contre-offensive. Je parle de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Donc il est possible... Kherson qui est occupé par les Russes. Qui a été occupé par les Russes très vite, dès le 4 mars, au tout début de l'offensive. Et la question, c'est de les en chasser pour les Ukrainiens. Ça serait évidemment un tournant significatif. Après avoir vu l'armée russe ne pas réussir à prendre Kiev, échouer à Kiev. On a vu l'armée russe investir massivement dans le Donbass avec quelques résultats, puis aujourd'hui un piétinement. Si l'Ukraine reprenait Kherson, alors ce serait un tournant. De toute évidence, Zelensky, le président ukrainien, cherche à créer un tournant. Parce que la guerre telle qu'elle est à l'heure actuelle, position contre position presque immuable, est très mauvaise pour l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a évidemment des forces numériques et un armement classique bien inférieur. Donc l'Ukraine a besoin d'une guerre de mouvement. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il est très difficile, encore une fois, de faire des prévisions, mais je note qu'une chose, c'est que l'Ukraine, si elle le fait, s'est sentie soudain capable de le faire, alors qu'il y a 3 mois, de toute évidence, elle ne l'était pas. Il y a donc une évolution, quand même, dans la qualité des frappes ukrainiennes, soutenues incontestablement par le matériel militaire américain. Oui, mais alors, sur le terrain, comment est-ce que ça peut se passer face à une armée russe qui est installée et une force ukrainienne qui est beaucoup moins nombreuse, et la guerre de mouvement, c'est vite dit, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on va frapper, comment est-ce qu'on peut mener une guerre de mouvement contre un adversaire supérieur en nombre, immobile et installé avec de l'artillerie qui se contente de tirer des obus. Alors l'élément clé, c'est le fleuve, le Dniepr. Si les Russes sont repoussés au sud du Dniepr et ne peuvent plus traverser ce fleuve, alors ils pourront être comme dans une nasse, puisque, encore une fois, pour eux, il est tout à fait essentiel de circuler d'un bord à l'autre du fleuve. L'armée ukrainienne a détruit beaucoup de ponts. Il n'en reste plus qu'un seul vraiment fonctionnel. Et là, jusque sur ce point, l'armée russe dispose des fameux HIMARS américains qui sont extrêmement précis. L'armée ukrainienne. Pardon, j'ai dit l'armée russe, pardon, je corrige. L'armée ukrainienne dispose des fameux HIMARS américains, donc dont la portée est d'environ 80 km, ce qui suffit à taper à l'intérieur du dispositif russe. Donc non seulement les ponts sont détruits avec une précision de 2 à 5 mètres, contrairement aux armes russes qui se caractérisent par leur forte imprécision, par un caractère massif mais imprécis, eh bien, cet équipement nouveau dans lequel les Ukrainiens montrent une certaine expertise, ils ont été très très rapides dans l'acquisition du savoir-faire et dans la maîtrise de ces fameux HIMARS, eh bien, on a des missiles sol-sol, donc, qui laissent les Russes sans réponse militaire. Donc il n'est pas impossible que l'Ukraine surprenne le monde entier cette fois-ci. Si la Russie, en revanche, arrivait à maîtriser et à stopper cette contre-offensive ukrainienne, ce serait aussi décisif pour la Russie, puisque la Russie devait mener dans cette région de Kherson un référendum destiné auprès de la population locale, un référendum dont on connaît les résultats d'avance, bien sûr, massivement pro-russe, et ça permettrait d'annexer quasiment cette région-là. C'est ça aussi que M. Zelensky voulait arrêter. Donc vous voyez, il y a un nœud là, à Kherson, qui est tout à fait décisif.
Et en termes de temporalité, comment voyez-vous les choses évoluer? C'est pas une affaire d'une semaine, ça. Non, je crois que Vladimir Poutine a trouvé une sorte de prolongation de ces opérations militaires infructueuses. C'est la fameuse centrale nucléaire civile de Zaporijia. Grâce à Zaporijia, Poutine a ajouté un élément nucléaire à la guerre conventionnelle. Il a fait entrer le nucléaire civil dans la question militaire, ce qui est absolument diabolique, mais il faut bien le reconnaître jusqu'ici, ça a réussi à créer une psychose d'ailleurs tout à fait paradoxale, parce que s'il arrivait quoi que ce soit de grave à Zaporijia, non seulement l'Ukraine serait touchée, mais par contamination très rapide, la Russie également. Et ça, on y pense assez peu, que Poutine manie des menaces qui sont de toute façon à double tranchant, ce qui prouve quand même, de mon humble point de vue, qu'il n'est pas totalement décidé à jouer les docteurs Folamour, quand même. Il est dans une sorte de super bluff, super authentique, si vous voulez, une sorte de bluff authentique, c'est-à-dire le contraire du bluff. Est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais je constate qu'une seule chose, c'est que le défaut d'armement conventionnel du côté des alliés de l'Ukraine, en l'occurrence l'Europe, l'Union européenne, le défaut que nous avons ici en matière d'armement conventionnel fait que Vladimir Poutine peut tout à loisir manier la menace nucléaire. Alors que si nous avions une répartie conventionnelle forte, on n'en serait pas venu à ce stade-là, je veux dire le stade nucléaire. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, les troupes européennes seraient absolument incapables de mener un combat conventionnel contre les Russes? Pourtant, ils sont dans un mauvais état, ces Russes. Oui, ils sont en mauvais état, mais nous n'avons même pas de quoi alimenter l'armement que nous livrons. Songez que les fameux chars Guépard allemands ont été livrés, mais qu'il n'y a pas de munitions dans les lignes de production allemandes, ni dans les stocks allemands, ce qui fait que, par bonne conscience, les Allemands livrent des chars, mais ce type de combat est extrêmement consommateur d'obus chaque jour, chaque heure, et qu'il n'y aura pas d'obus allemands. Donc c'est un don fait à l'Ukraine par l'Allemagne qui est assez inefficace, inopérationnel. Vous voyez le genre d'absurdité. Nous, avec, je veux dire la France, avec 18 canons César livrés, comme on en dispose en tout au plus d'une centaine, on ne pourra pas en donner plus que ce qu'on a donné. Parce qu'on ne peut pas en fabriquer en 5 minutes. Voilà, donc tout plafonne. Et même les États-Unis ont du mal à alimenter en munitions les fameux HIMARS, puisqu'à l'heure actuelle, on puise dans les stocks américains. Vous voyez, c'est compliqué. La Russie sait tout cela, et ce n'est pas par hasard que, pour répondre à votre question sur le temps, que Poutine, d'une certaine façon, prend son temps. Il sait que le temps est néfaste à l'Occident, y compris sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, alors que la notion de temps, dans une économie plus frustre, plus rustre qu'est l'économie russe, la notion de temps est beaucoup plus apprivoisée par des dirigeants soviétiques qui, de surcroît, n'ont aucune opinion publique à affronter. Alors pour en revenir à la centrale, il y a quand même un truc un peu paradoxal, c'est que, on est bien d'accord, la centrale est occupée par les Russes. Oui. Et le personnel qui l'a fait fonctionner, ce sont les Ukrainiens. Qui est sous la menace, est ukrainien. Mais donc, ils sont là, les Russes, ils s'occupent. Et en même temps, tout le monde se plaint des bombardements. Mais les bombardements, ils sont ukrainiens. Ce n'est pas les Russes qui se bombardent eux-mêmes dans la centrale. Donc pourquoi les Ukrainiens en font toute une histoire, puisque c'est eux qui bombardent? Parce qu'au début, les Russes ont militarisé tout près de la centrale. Oui. Ils ont mis des dépôts de munitions et des armements et des troupes. Donc ils ont fabriqué une sorte d'abcès en bordure du territoire encore tenu par les Ukrainiens, qui est extrêmement dangereux. C'est malin. Donc, oui, c'est malin ou c'est vicieux ou c'est pervers, comme vous voudrez. En tout cas, c'est assez peu noble sur le plan militaire. Mais bon, je crois qu'il n'est plus trop question de noblesse dans ce conflit.
Et il faut que, quelque part, les Ukrainiens reprennent cela. Ce n'est pas nécessairement d'une grande habileté. Je comprends très bien votre étonnement, voire votre indignation, mais quelque part, Zaporijia est un enjeu absolument essentiel pour l'Ukraine. Tout simplement parce que les Russes veulent détourner la production d'électricité et notamment la mettre au profit de la Crimée qui souffre d'un déficit d'électricité. Mais ça déséquilibrerait complètement le réseau ukrainien. Donc, pour répondre à votre question, les Ukrainiens tirent parce que c'est pour eux vital, tout simplement vital. Et que entre ne pas avoir d'électricité ou prendre le risque d'un obus qui tombe pas trop loin, eh bien, ils ont tranché, ils ont besoin d'électricité pour poursuivre la guerre. Et la commission de l'énergie atomique, enfin la délégation l'AIEA, oui, de l'AIEA l'Agence internationale de l'énergie ces atomique. jours-ci, que peut-elle faire? Alors, rien, rien. pour être concret, sauf le travail habituel, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, que les points essentiels de contrôle soient bien là, et il y a de grandes chances pour que tous ces points soient observés à l'heure actuelle, puisque le personnel qualifié ukrainien qui vit sous la menace des armes russes, il y a quand même un des ingénieurs ou un des responsables qui a été tué par l'armée russe, un autre qui, je crois, est séquestré ou a été blessé, et tous les autres obtempèrent un peu comme dans un horrible James Bond. Oui. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ils travaillent dans la fameuse centrale secrète. Là, elle n'est pas secrète, mais sous la contrainte des méchants. On voit très bien le scénario. Mais il est probable, d'après déjà plusieurs experts, qu'il n'y ait pas d'entorse majeure au fonctionnement et aux règles de sécurité habituelles. On parle d'une possible dérive, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, elle a été constatée? Probablement que non. Alors, cette mission de l'AIEA est absolument indispensable et il faut se battre pour qu'elle ait lieu et qu'elle se déroule dans des conditions de transparence régulières. Il faut aussi se battre pour qu'elle soit récurrente, qu'elle revienne régulièrement. Mais l'idée des Russes, s'ils la laissent venir, c'est bien qu'ils entendent conserver Zaporijia comme une menace et non pas détruire Zaporijia. Ils ne sont pas fous. Encore une fois, Zaporijia contaminerait aussi le territoire russe. Donc c'est là où on est dans quelque chose d'extrêmement paradoxal. Est-ce que les Russes peuvent lâcher prise, puisque c'est une prise de guerre essentielle qu'ils ont là à Zaporijia? Est-ce que les Russes peuvent lâcher prise après un certain harcèlement des Ukrainiens? Je ne sais pas. Tout ce que je sais et tout ce que je vois, c'est que les Russes ne peuvent rester présents et contrôler la centrale de Zaporijia que parce qu'ils ont des installations, des bases et des dépôts de munitions militaires à proximité directe. Donc, sans cet appui militaire, les Russes perdent le contrôle de Zaporijia. Donc, ce n'est pas complètement incompréhensible que les Ukrainiens frappent là où l'armée russe se trouve, même si c'est regrettablement tout près de la centrale. Alors le président Poutine vient d'annoncer une augmentation des effectifs de l'armée russe, assez sensible. Il n'a pas décrété la mobilisation générale. Quel est l'intérêt pour lui de mobiliser comme ça? Parce que ces gens-là qui sont recrutés aujourd'hui, on ne peut pas les envoyer sur le terrain, enfin, sauf à être fou. Non. Alors, il s'agit d'une loi à portée générale qui augmente d'à peu près 10% les effectifs de conscription. Et ça ne porte pas sur la mobilisation. C'est-à-dire qu'en gros, l'armée russe, qui est aux alentours un peu au-dessus d'1 million dans ses effectifs, recevrait 137 000 conscrits de plus. Bon, ça n'est pas décisif comme décision, même si c'est symboliquement très fort. Et je crois que c'est plutôt ça qu'il faut voir. Symboliquement, Vladimir Poutine semble vouloir dire qu'il réinvite tout son pays à prendre la mesure de l'effort patriotique qu'il faut réaliser pour garder la main et
écraser l'Ukraine. C'est ça que ça signifie. Il ne peut pas mobiliser parce que ce serait extrêmement populaire dans la population. Non, la mobilisation générale, il en a été fortement question. Oui. Moi, j'observe que malgré les revers subis par les Russes ou le piétinement des Russes, ils ne décrètent toujours pas la mobilisation générale. Pourquoi ? Parce que ça détruirait l'économie. Les forces vives, les jeunes hommes, on en a besoin dans les usines et dans les centres où ils travaillent, d'autant plus que les sanctions font leurs effets, exercent leurs effets tout de même. L'économie russe est très affaiblie. Si vous retirez des centaines de milliers d'hommes de surcroît du tissu économique fonctionnel, vous mettez le pays en situation de grand péril économique. Mais la mobilisation générale, ça ne veut pas dire que tout le monde part sur le front tout de suite. Il va falloir, si vous décrétez une mobilisation générale, il faut envoyer les jeunes faire leur classe. Oui. Une fois que la réserve est utilisée, et là elle est déjà mobilisée avec beaucoup d'incitations financières, on propose aux gens de rempiler moyennant une solde augmentée et parfois même assez attractive. Mais tout cela a des effets qui sont mauvais sur la population russe, puisque, on le sait, sont les couches pauvres, voire ethniquement non russes, surtout ethniquement non russes, Bouriates, Daguestanais, peuples caucasiens du Nord, c'est principalement des musulmans ou des peuples chamanistes de Sibérie centrale. Parlent-ils tous le russe ? Pardon ? Parlent-ils tous le russe ? Oui, parce que la Fédération russe comporte une centaine d'ethnies différentes qui sont toutes scolarisées en russe, alphabétisées en russe, et les langues des peuples sibériens, qui sont d'origine asiatique, s'écrivent en alphabet cyrillique, et même s'ils conservent la pratique de leur langue locale, la plupart du temps, ils sont toujours bilingues. Ils parlent russe, parce que c'est ce qui permet de circuler dans l'ensemble de la fédération, et ils parlent leur propre langue, parce que c'est ce qui relie la société entre ces différents éléments. Non, ça n'est pas un problème en soi. Mais on avait déjà vu en 2008 beaucoup de recrues, en 2008, lors de l'opération russe en Géorgie cette fois, c'était au mois d'août 2008, on avait vu beaucoup d'éléments asiatiques dans l'armée russe. Seuls les officiers restaient russes. Et c'est ce qui se passe aussi cette fois-ci. Mais là, on voit bien que l'armée russe n'a pas énormément progressé, sur ce point-là en tout cas, depuis 2008. Contrairement aux ambitions de Vladimir Poutine, qui avait annoncé et mis en pratique, dès 2010, pour tirer les leçons des médiocrités de l'opération géorgienne en 2008, qui avait mis en place un plan de modernisation massif des armées. Et qui a coûté une fortune, mais on se demande où est passé l'argent. Oui, absolument. Mais là, il y a une sorte de questionnement. Il y a beaucoup de questions qui sortent. Par exemple, le matériel très high-tech des Russes, ces missiles hypersoniques, sous-marins ou aériens d'ailleurs. Il y a toutes sortes de choses. Ces chars prodigieux, le char Armata, etc. On n'a rien vu de tout cela sur le terrain. Alors la question est simple. Croyez-vous que si Poutine disposait de tout cela, il répugnerait à l'utiliser pour écraser l'adversaire ? Bien sûr que non. Donc la réponse probable, c'est que Vladimir Poutine n'est pas passé au stade, en tout cas la Russie, n'est pas passé au stade de la production de masse de ces équipements-là, même si on les détient technologiquement, ce n'est pas la même chose que de les avoir alignés dans un parc. Donc de toute évidence, la Russie racle les fonds de tiroir, l'Occident aussi, et je crains malheureusement qu'il y ait dans cette confrontation quelque chose d'assez suicidaire une fois de plus à l'intérieur du camp occidental, alors que le reste du monde, l'Inde, la Chine, l'Afrique, le Moyen-Orient, regardent tout cela de façon, mais alors absolument médusée. Vous voulez dire suicidaire à quel point de vue ? Suicidaire parce que c'est quand même une civilisation commune qui est en train, une fois de plus, de s'affronter de part et d'autre et de découvrir ses limites, d'explorer ses limites. Pourquoi faire pour un territoire comme celui de l'Ukraine, qui aurait pu être maîtrisé par la Russie, à supposer
que ce soit le but recherché, je pense que c'est le but recherché, mais qui aurait pu être maîtrisé d'une autre façon. C'est cela que Vladimir Poutine n'a pas voulu. Il n'a pas voulu seulement contrôler l'Ukraine ou la neutraliser. Il aurait pu s'y prendre autrement. Il a voulu surtout et avant tout une victoire militaire. Et là, ça ne s'adresse pas à l'Ukraine, ça s'adresse au système politique intérieur russe. Poutine a besoin, à titre personnel, pour prolonger son pouvoir, comme la Constitution qu'il a modifiée. L'année prochaine, c'est ça? Voilà, pour prolonger son pouvoir jusqu'en 2036, parce qu'il a tellement manipulé la Constitution qu'il peut faire cela, il a besoin de guerre. Et si vous comptabilisez depuis sa prise de pouvoir en 2000, il est Premier ministre au milieu de l'année 1999, puis ensuite président au début de l'année 2000. Depuis 2000, de 2000 à 2022, Vladimir Poutine entretient constamment des guerres, parce que ça légitime son pouvoir absolu vis-à-vis des castes dirigeantes, bien sûr, mais aussi vis-à-vis du peuple. Regardez, il y a eu la guerre de Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie, qui s'est poursuivie jusqu'à la fin des années 2000. En 2008, on en a parlé, l'opération contre la Géorgie. Ensuite, en 2014, l'annexion de la Crimée et les républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk. En 2015, l'intervention en Syrie. Et maintenant, l'intervention en Ukraine. 5 fois en 22 ans. Écoutez, c'est quand même assez frappant. Et il est populaire. Oui, parce que, de toute évidence, cette façon de procéder légitime l'absolutisme de son pouvoir et son régime autoritaire, et rassure, y compris jusqu'au cercle des businessmen russes, qui trouvent qu'un homme politique fort, attiré par les guerres, c'est une manière de laisser le champ du business à leurs propres initiatives. Et que peut-on imaginer alors comme sortie de la guerre, comme sortie de crise? Ce qu'on peut imaginer de plus probable, il y a à mon avis 2 scénarios principaux. Soit une défaite russe et une cassure, c'est comme ça que les militaires parlent. L'armée russe peut casser à force d'avoir été constamment en tension, sous tension. Si elle casse, alors bon... Quand vous dites casser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lignes d'approvisionnement ne fonctionnent plus, qu'on ne peut plus fournir les obus, le fuel. Vous savez, un char, ça consomme énormément de fuel tous les jours. Là, c'est l'été, mais en hiver, les hommes laissent les moteurs tourner pour ne pas mourir de froid dans les chars, bien sûr. Donc on consomme 24 heures sur 24 du fuel en quantité astronomique. Les chars russes ne sont pas du tout économes en carburant, croyez-moi. Les obus, on en consomme une quantité énorme puisque la Russie a décidé de procéder par artillerie effrénée. Elle n'a plus d'infanterie d'ailleurs. Non, pour limiter les pertes qui ont été très fortes au début, l'armée russe a décidé de bombarder avec une vraie sauvagerie. Donc il y a là une consommation énorme. La cassure, d'obus je veux dire, de munitions. La cassure, c'est quand une armée n'arrive plus à mettre en adéquation ses positions stratégiques sur le sol et à l'arrière la production qui lui permet constamment d'alimenter son avancée. Donc elle ne peut plus avancer. Voilà. Et là, c'est dans cela que réside la supériorité de l'OTAN. Tout à fait. C'est dans cela que réside la l'organisation. Voilà. Alors ça, c'est le premier scénario. Comment disait Napoléon déjà? L'intendance suivra. Voilà. Il faut qu'elle suive. Si elle ne suit pas, tout s'arrête. Ça, c'est le premier scénario, honnêtement, que je trouve aujourd'hui gratuit et hypothétique. Mais bon, il faut le faire. Le deuxième scénario, c'est qu'il n'y ait pas cette cassure et qu'on en reste là où on en est, c'est-à-dire ni les Russes n'emportent la partie, ni les Ukrainiens ne reprennent leur territoire. Et on continue à se... Et on continue dans ces conditions-là. Alors là, forcément, il arrivera un moment où, après avoir utilisé au maximum la menace nucléaire civile, où M. Poutine en viendra à devoir discuter. Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous trouverons les bases? Là, le champ est ouvert. Et il nous renverra à M. Zelensky. Le projet russe, à mon avis, le plus raisonnable, c'est la neutralisation de l'Ukraine. L'Ukraine transformée en Finlande telle qu'elle était avant d'adhérer à l'OTAN.
c'est-à-dire la finlandisation de l'Ukraine. Il me semble que peut-être, après avoir subi tant de revers, Vladimir Poutine s'en contenterait. Mais M. Zelensky n'a pas adopté ce langage-là du tout. Pour le moment. Et non, il a adopté le langage ultranationaliste. Donc, pour répondre à votre question, je crois, hélas, que l'heure de la diplomatie n'est pas encore arrivée et que le conflit va donc se poursuivre et probablement s'étendre, se diversifier et nous réserver encore beaucoup de surprises. Nous en reparlerons donc. Merci beaucoup, Christian Macarian, d'avoir accepté mon invitation. À vous, Bernard. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.